Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se demander comment fonder les connaissances. Pour commencer, il faut tout d'abord se poser la question de ce qu'est une connaissance. Il y a plusieurs manières de définir un terme. Ici, nous allons déterminer un ensemble suffisant et nécessaire de propriétés. Pour ce faire, nous allons ajouter petit à petit des conditions nécessaires jusqu'à obtenir un ensemble suffisant. Cette méthode n'est pas forcément optimale, car il peut y avoir des redondances, mais aujourd'hui, ce ne sera pas un problème. La première condition nécessaire que nous pouvons lister est que la proposition en question doit être vraie. C'est bien une condition nécessaire car si une proposition est fausse, alors au mieux on croit que c'est une connaissance, mais c'est une erreur. Si je me souviens avoir mis mes clés dans ma poche, je pourrais considérer que c'est une connaissance. Cependant, si je me rends compte que c'est une erreur parce que d'habitude je le fais mais pas là, en me rendant compte que mes clés n'étaient pas dans ma poche, je verrai que je croyais que c'était une connaissance, mais c'était une erreur. On peut maintenant se demander si cette condition est suffisante. Et la réponse est bien évidemment non, car lorsque l'on se pose des questions sur les connaissances des individus, c'est dépendant des individus. Pour un individu qui ne connaît même pas une proposition, comme le théorème de Pythagore, alors pour lui cette proposition n'est pas une connaissance. Ce qui nous amène à la deuxième condition nécessaire. Il faut que je croie en la proposition. Autrement dit, que je pense que cette proposition est vraie. Nous pouvons maintenant nous demander si l'ensemble est suffisant. Est-ce une proposition que je crois vraie et qui l'est réellement est une connaissance pour moi? Intuitivement, certains pourraient penser que oui, mais ce serait une erreur car on peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Par exemple, si vous prenez un paquet de cartes que vous mélangez bien, puis que vous demandez à des millions de personnes quelle carte est au-dessus face cachée. Si toutes les cartes ont été listées, alors il y aura des personnes qui auront raison. Considéré pour eux, c'est une connaissance. Juste parce que par hasard ils ont eu raison n'est pas une manière satisfaisante de définir la connaissance. Car par symétrie, avant de savoir quelle carte était au-dessus, tous les participants sont symétriques. Donc leur opinion n'est pas une connaissance. Ce qui amène à une troisième condition nécessaire. Il faut que je sois capable de justifier la proposition, en plus d'y croire et qu'elle soit vraie. Il faut maintenant se demander si ces trois conditions forment un ensemble nécessaire. On ne peut pas le démontrer, mais cette vision est généralement proche des intuitions. C'est pourquoi il est couramment admis qu'une connaissance est une affirmation que tu crois, qui est vraie et que tu peux justifier. Cette définition peut être problématique à cause du problème de Gettier, qui correspond au cas où la justification semble bonne compte tenu des a priori de la personne pouvant avoir la connaissance, mais dont des informations permettent de savoir que la justification est mauvaise. L'exemple classique est lorsqu'une personne se déplace dans une zone américaine où il n'est pas étonnant de voir des granges et qu'il voit ce qui ressemble fortement à une grange. Si c'est réellement une grange, dans ces conditions, avec notre définition, ce serait une connaissance. Mais admettons qu'il ne sait pas, et que cette zone est utilisée pour des films, et que la plupart de ce qui ressemble à une grange n'en est pas une, mais juste un panneau. Dans ce cas, il n'y a plus de bonne justification pour penser que ce qu'il a montré est bel et bien une grange. Il a uniquement, par chance, montré une vraie grange. Donc, d'après ce qu'il pense du monde, ça devrait être une connaissance, mais avec plus d'informations, ce n'est clairement pas une connaissance. Ce type de problème joue sur le mot justifier. Mais pour le moment, ce ne sera pas un problème pour nous, car nous allons prendre un sens fort à ce mot. Nous allons dire que l'on peut justifier une proposition si et seulement si on en connaît une démonstration. Donc, une connaissance au sens fort est une proposition vraie, que l'on pense vraie et que l'on sait démontrer. Or, par définition de la démontrabilité, si je sais la démontrer, alors elle est vraie. Et de plus, si une personne connaît une démonstration pour une proposition, alors il serait irrationnel de ne pas y croire. Donc, pour un être rationnel, une proposition est une connaissance au sens fort si et seulement si il est capable de la démontrer. Donc, pour étudier les connaissances, on peut étudier la démontrabilité. Nous allons donc nous demander comment démontrer une proposition. Prenons par exemple la proposition suivante. La Chine est le pays le plus peuplé. Cela semble bien une connaissance, mais comment la justifier? Vous pourriez faire une recherche sur Wikipédia et me dire que c'est écrit dessus. À ce moment, sans même remettre en cause la validité de votre argument, je vous demanderai comment est-ce que vous savez que c'est écrit sur Wikipédia. Après un temps circonspect, vous pourriez dire que vous le savez parce que vous le lisez. À ce moment, je vous demanderai comment est-ce que vous savez que vous le lisez. À cette question, je ne pense pas que vous sauriez répondre d'une manière plus satisfaisante qu'en disant que vous le savez parce que vous le savez. Vous n'avez aucune justification. Mais le raisonnement est que vous savez que la Chine est le pays le plus peuplé, car vous savez que c'est écrit sur Wikipédia, et vous savez que c'est écrit sur Wikipédia, car vous savez que vous le lisez. Mais n'étant pas capable de justifier que vous le lisez, tout le raisonnement tombe à l'eau. Nous allons maintenant écrire cela de manière plus abstraite en utilisant des implications. Nous pouvons justifier une proposition A0 par une proposition A1, cette proposition par une proposition A2 et celle-ci par une proposition A3. Mais précédemment, nous avons arrêté nos justifications de manière dogmatique. Ici, on s'arrête à AN.
Mais comment accepter que la proposition A0 est bien justifiée si elle repose sur la proposition AN qui n'est même pas justifiée? Pour ne pas tomber dans ce problème, il suffit de ne jamais s'arrêter. Mais dans ce cas, nous avons une infinité d'implications. Mais le problème perdure, car aucune des propositions n'est réellement justifiée. Pour ne pas s'arrêter de manière abrupte, mais ne pas avoir une suite qui va à l'infini, nous sommes obligés de faire des boucles. Par exemple, dans ce cas, nous avons D justifié par E, lui-même justifié par F, et ainsi de suite, mais cela retourne jusqu'à D. Donc D est justifié par D. Or, avoir besoin d'accepter D pour justifier D n'est pas acceptable. Par construction, ces trois cas sont les seuls types de démonstrations possibles. On les représente ici comme des graphes avec les trois familles de topologies possibles. Ils forment ce que l'on appelle le trilemme d'Agrippa. Ce trilemme nous dit que parmi les trois seuls choix possibles, aucun n'est pleinement satisfaisant. Ce qui pose un problème, car nous pourrions conclure qu'il est impossible d'avoir des connaissances. Il faut tout de même faire attention, car en regardant cela de manière naïve, il semble que nous avons démontré qu'il est impossible de démontrer, ce qui est contradictoire. Ce que nous avons fait est uniquement justifié de manière assez convaincante qu'il n'est pas possible de faire une démonstration. Par exemple, nous n'avons pas démontré qu'il n'y a que trois cas possibles. Nous avons fait une trichotomie et en utilisant la logique, nous en avons déduit que ce sont les seuls cas possibles. Donc, cette justification utilise notamment la logique. À mon sens, la manière la plus propre de concevoir le trilemme d'Agrippa est que c'est un argument permettant de justifier qu'il est extrêmement improbable qu'il soit possible d'avoir des certitudes. Certains sceptiques pourraient en conclure que ne pouvant être sûr de rien, il ne faut pas avoir d'opinion. Mais c'est à mon avis une erreur. Je pense que cela signifie que le meilleur langage pour l'épistémologie est le langage probabiliste. Le trilemme d'Agrippa justifie que du point de vue d'un scientifique, aucune proposition ne doit avoir une probabilité exactement égale à 1 ou exactement égale à 0, ce qui est parfaitement équivalent à dire qu'il ne faut pas avoir de certitude. Mais cela n'implique en aucun cas que toutes les probabilités se valent. Si une proposition A a une probabilité beaucoup plus grande qu'une proposition B, alors il sera irrationnel de croire plus en B qu'en A. Donc, on peut baisser le niveau de preuve voulu en disant qu'une proposition est justifiée si sa probabilité est beaucoup plus grande que la probabilité de sa négation. Maintenant, nous pouvons répondre à la question initiale. Comment fonder les connaissances? Nous avons vu dans le trilemme d'Agrippa qu'il existe trois familles de justification. Nous allons donc les étudier individuellement. Parlons d'abord du cas de l'arrêt dogmatique. C'est cette méthode qui est à l'origine des mathématiques, ce qui signifie que cette méthode est très féconde, mais comment la justifier? Cette méthode part de briques élémentaires que l'on appelle axiomes. Ils sont censés être des propositions tellement évidentes que par elles-mêmes leur probabilité est très grande. Un exemple d'évidence indémontrable est le fait que nous avons des stimuli sensoriels. Nous en sommes sûrs, même sans pouvoir fournir d'arguments. À partir des axiomes, on peut faire des démonstrations qui seront considérées comme des connaissances. Les axiomes correspondent au fondement de la théorie, donc cette épistémologie s'appelle le fondationalisme. Pour justifier cette vision, on peut dire que si A implique B, alors la proposition B est plus probable que la proposition A. Cela peut tout d'abord être contre-intuitif, mais est parfaitement valide. On peut le comprendre simplement en disant que si A est vrai, alors B est vrai, par définition de l'implication. Mais même si A est faux, B peut quand même être vrai, donc il y a plus de cas où B est vrai, ce qui signifie que sa probabilité est plus grande. Il faut voir une théorie fondationaliste comme une théorie épistémique dont toute la théorie repose sur des bases qui doivent être solides. Le fondationalisme est le principal outil pour les sciences formelles. Le deuxième type de graphe dont nous pouvons parler est celui avec des boucles. On appelle cela des diallèles. Cette méthode peut sembler parfaitement débile car finalement on justifie une proposition par elle-même au bout du compte. Mais cette méthode est plus subtile. Pour le comprendre, prenons le cas d'une accusation de vol. Plus il y a d'accusateurs indépendants sur une même personne, plus il sera rationnel de croire que l'accusé est coupable. Autrement dit, plus il y aura d'accusateurs indépendants et concordants, plus la parole de chacun sera crédible. Mais dans ce cas, la crédibilité d'un témoignage dépend du nombre de témoignages, donc dépend aussi du sien. C'est exactement un diallèle. On voit que ce qui compte dans cette histoire est le grand nombre de témoignages et surtout la cohérence globale. C'est pourquoi cette méthode est appelée le cohérentisme. Pour comprendre pourquoi le cohérentisme est attractif en science, il faut se rendre compte que pour qu'une affirmation soit crédible dans un paradigme cohérentiste, il faut l'avoir testée de plusieurs manières différentes, indépendantes, et toujours avoir une cohérence. Le cohérentisme offre la possibilité de montrer que la théorie est fausse, et si même avec cette possibilité la théorie n'est pas mise en défaut, alors la théorie gagne en crédibilité. Sur certains aspects, cette démarche peut ressembler à la vision par réfutation à la Popper. Comme exemple de démarche cohérentiste, si on veut mesurer une constante physique, un bon test est de déterminer des démarches indépendantes et de voir si le résultat est le même.
Si c'est le cas, alors la théorie gagne en crédibilité, et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un gros problème de cohérence à régler, soit en corrigeant un éventuel problème de la théorie, soit en rejetant la théorie. Actuellement, un des plus gros problèmes de la cosmologie, c'est que deux manières indépendantes de mesurer la constante de Hubble, qui est la constante donnant la vitesse d'éloignement des galaxies liée à l'expansion de l'univers, donnent deux valeurs distinctes, et de beaucoup compte tenu des incertitudes de mesure. On peut la déduire par mesure locale avec des observations s'appuyant sur des chandelles standards et par mesure globale avec des observations du rayonnement diffus cosmologique. Il faut voir une théorie cohérentiste comme une théorie modélisée par un graphe d'implication le plus vaste possible et le plus entrelacé possible tout en étant cohérent. À la manière de la toile de l'araignée, un réseau entrelacé et cohérent est plus solide. Le cohérentisme est très important en sciences expérimentales. Le dernier type de graphe est l'infinitisme avec la régression à l'infini. Pour le justifier, il faut remarquer que si A implique B, alors la probabilité de B est plus grande que la probabilité de A. Et la proposition que nous voulons justifier a une infinité d'implications de la sorte. On a donc une suite croissante de moins l'infini à 0, donc on pourrait s'attendre à que cette suite tende vers 1. Mais ce serait une erreur, car cette suite peut tout à fait être constante, elle n'est pas strictement croissante, et même si elle l'était, elle pourrait être bornée par n'importe quel nombre. De plus, une critique récurrente de la régression à l'infini est qu'en pratique, il n'est pas possible d'avoir une infinité d'arguments. Mais les défenseurs de cette théorie se défendent en disant qu'avec un nombre assez grand, la justification peut être suffisante dans beaucoup de cas. Mais le gros problème de cette position est que pour l'instant, elle est inféconde. Aucune science ne se fonde sur cette position, au contraire du fondationalisme avec les sciences formelles ou du cohérentisme avec les sciences expérimentales. C'est pourquoi, pour la majorité des philosophes, une régression à l'infini est pathologique d'un raisonnement. Pour conclure, il ne semble pas exister de manière parfaite de fonder les connaissances. Mais en acceptant d'utiliser le langage des probabilités, nous pouvons utiliser deux méthodes qui sont le fondationalisme et le cohérentisme. De plus, une théorie fondationaliste est pratique d'un point de vue théorique, mais les axiomes peuvent gagner en crédibilité grâce au cohérentisme. Donc, une science comme la physique utilise les deux approches.